Salut, c'est Koutard et bienvenue pour la dernière partie de mes vidéos sur les bibliographies de chars, et on va terminer donc avec le morceau de choix, les chars français. Alors je termine avec celui-là parce qu'en fait c'est là où j'ai le plus de bouquins et j'ai pas tout mis, j'ai 40 slides dedans, 40 diapositives et je vais passer assez vite, hein. Je dirais pas voilà, si je vais laisser assez longtemps, donc vous pourrez voir un petit peu où ça se trouve, mais je ne ferai pas le détail à chaque fois parce que c'est beaucoup trop long. Par contre, je ferai un petit commentaire sur chaque bouquin. Voilà, donc on va commencer avec des ouvrages, on va dire, généralistes. Hop là, c'est parti. Donc le GBM numéro 100, c'est un hors-série et c'est un livre qu'il faut avoir parce que grâce à ce bouquin, vous découvrirez que dans War Thunder, le tyran, vous pouvez avoir 30 chars différents si vous voulez, parce que les Français avaient une certaine... avait beaucoup d'imagination en matière blindée. Et il y a eu énormément de prototypes. Alors c'est là où je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas plein de prototypes de chars premium tir 1, tir 2, parce que franchement, il y en a plein. Alors je découvre celui-là, ce char qui était un char forteresse. Les Anglais, les Russes ont eu leur char forteresse. Pourquoi les Français n'ont pas ce char-là? Parce qu'il est trop puissant, parce que lui, il a vraiment... je veux dire, ça, c'était vraiment ce qu'on appelle un behemoth. Mais voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui est très extrêmement intéressant. Et surtout, parce que voilà, c'est de 1902 à 1940, vous avez vraiment... une image exhaustive des blindés français, que ce soit les prototypes ou les chars qui ont été produits, et vous avez le nombre de chars produits et puis un petit peu d'historique à côté. Donc c'est 112 pages, ça date de 2012, et c'est vraiment un must-have, je pense. Ensuite on passe à un ouvrage d'histoire, donc ça s'appelle... c'est un ouvrage de Gérard L'Arme blindée française, tome 1, donc mai-juin 1940. Alors là, je détaille un petit peu, c'est Gérard Saint-Martin, c'est aux éditions Economica. Alors, ce qu'il faut savoir qu'Economica, c'est un livre, c'est un éditeur scolaire, universitaire, on va dire, mais qui produit d'excellents ouvrages d'histoire militaire. Et notamment, il y a une série d'ouvrages sur la guerre de Russie qui est vraiment... amazing, vraiment folle, très très intéressante et très instructive, qui est, je dirais, jette un regard un petit peu différent sur la Deuxième Guerre mondiale, et voilà. Et donc là, c'est à la fois un ouvrage, on va dire, historique, mais aussi économique, voilà. Et puis, je dirais qu'on s'appesantit pas sur les aspects militaires, mais sur l'organisation, sur la psychologie, la sociologie de l'armée. Et donc, c'est quand même quelque chose de, voilà, qui est passionnant pour ceux qui s'intéressent un peu à la chose militaire, et surtout la chose militaire blindée. Donc, vous avez une préface de Pierre Messmer, qui était un compagnon de la Libération, qui a été ministre, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose, voilà, c'est vraiment... C'est 365 pages, c'est pas un truc de fun, hein, c'est pas pour le fun, c'est pas pour voir des images. Ici, vous avez plutôt des tableaux Excel qui vous donnent le nombre de chars et quand ils ont été construits, mais c'est un ouvrage qui, à ce titre, est très intéressant. Et puis, bon, il y a quand même une partie historique, dans le sens où, je veux dire, ce qu'ont fait les chars français, et aussi, autre chose, c'est que on dit beaucoup que l'armée française ne s'est pas battue, il y a eu plus de 300 000 morts en quelques semaines, et ça veut dire que les Français, contrairement à ce qu'on veut bien dire, se sont battus, et ensuite, je veux dire, c'est le gouvernement de Pétain qui a baissé son pantalon. Heureusement, on a eu un monsieur qui s'appelait De Gaulle, qui est parti en Angleterre et qui a continué la guerre. Voilà, avec des hommes comme ça qui sont partis en Angleterre, des hommes qui venaient d'Afrique du Nord, des hommes qui venaient de Nouvelle-Calédonie, d'Asie, d'Indochine, de Cochinchine, voilà, grâce à eux, la France, elle a pu signer l'armistice avec la paix avec le Japon et l'Allemagne. Ok, on passe au suivant. Donc l'arme blindée française tome 2, 1940-1945. Toujours, bon, je détaille pas, mais là c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que là, on va dire la modernisation de l'arme blindée française, au travers notamment de l'américanisation des structures
militaire des divisions blindées et de l'équipement militaire. Et je dirais qu'à ce moment-là, la France, l'armée française dispose du matériel moderne adéquat pour mettre en œuvre ce qu'avait prévu De Gaulle, à savoir la guerre de mouvement. Et cet ouvrage est intéressant parce que c'est une petite vengeance agréable, parce que la dernière partie est consacrée au combat contre les Allemands, notamment pendant la guerre dans l'est de la France, et les Français vont se montrer plus agiles et et vont appliquer la guerre de manœuvre mieux que les Allemands, et à leur tour vont humilier les Allemands en les encerclant et en les détruisant. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, et puis ça fait chaud au cœur. Donc pour ceux que ça intéresse, l'histoire, c'est un bel ouvrage. Ce sont deux beaux ouvrages qu'il faut lire pour, je dirais, remettre un peu les choses en place et pas avoir cette vision forcément négative. Ensuite, on arrive aux livres, on va dire, un petit peu de référence. Mes livres de référence, alors c'est des vieux ouvrages, c'est Les véhicules blindés français de 1900 à 1944, de Pierre Touzin, aux éditions EPA. Voilà, 256 pages. Alors, ces ouvrages, parce qu'en fait, il y en a un deuxième ici, il est en 2 tomes, est intéressant parce que, je veux dire, c'est un vrai ouvrage qui fait une vraie étude historique et chronologique de l'arrivée des chars français. EPA, c'est un éditeur technique, donc c'est plutôt un ouvrage technique, et à ce titre, il est intéressant. Le seul problème de ces ouvrages, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut les trouver, mais c'est vraiment des vieux ouvrages, mais c'est des vieux ouvrages dans le sens où ils sont bien faits, c'est nickel, c'est nickel chrome, mais le problème, c'est que c'est une mise en page des années 70, et là, c'est l'œuvre du. Franchement, c'est l'œuvre du. Il y a des petites photos noir et blanc dispersées comme ça, il n'y a pas d'encart technique, enfin, c'est assez mélangé. On va dire que par rapport aux ouvrages modernes qu'on trouve dans les années 2000, ça fait un peu dépassé. Mais quand même, je dirais que c'est intéressant parce que, voilà, pour avoir des données techniques qu'on ne trouve pas forcément dans les ouvrages plus récents, voilà, et puis c'est écrit par des gens qui étaient des ingénieurs blindés, voilà, et qui avaient une culture et qui sont capables de faire revivre ces engins. Ensuite, vous avez les véhicules blindés de 45 à 77, et là on voit tout de suite le problème. Eh ben oui, ça va pas plus loin que 77, à savoir la mise en service des AMX-10 RC, et donc des AMX-30 pardon, qui ont 10 ans d'existence dans l'armée française, puisqu'ils sont sortis en 67. Donc, toujours intéressant, mais le problème, là encore, bon, je passe sur la mise en page, on va dire l'iconographie, les illustrations. Le problème, c'est que ça, en 77, ça fait 87, 97, 2007, 2017, il y a 40 ans qu'on a dans la vue. Sur les chars français, on n'a pas le Leclerc et on n'a pas tous les véhicules les plus modernes. Je ne sais même pas s'il parle du Leclerc dans cet ouvrage-là, mais ça fait un peu, voilà, on n'a pas les informations sur la période la plus récente des chars français, et c'est un manque, mais quand on a un livre qui est sorti en 77-78, on ne peut pas avoir d'infos sur un véhicule qui sortira dans les années 90-2000. C'est logique. C'est pourquoi l'ouvrage suivant, Chars de France, de Jean-Gabriel Jeudi aux éditions ETAI, qui date de 97, vient pallier ce problème, puisque lui, eh ben, comme vous le voyez, il va se terminer son histoire sur l'arrivée des Leclerc dans l'armée française. Et donc là aussi, un ouvrage épais, 287 pages, qui a on va dire, une iconographie un petit peu plus moderne, mais que je trouve pas très agréable quand même. Voilà, c'est plutôt un ouvrage là encore technique, hein, TAI, EPA, c'est vraiment des éditeurs techniques, et il y a quand même beaucoup d'informations pertinentes dans ces ouvrages, ne serait-ce que pour, voilà, mais ça couvre l'histoire des chars français, donc des développements des différents modèles, et pour ça, ça vaut le déplacement, je dirais.
Mais là, comme voilà, ça se termine en 97, donc il manque une période, c'est de nos jours. Et justement, on va pallier ça avec le numéro 73, hors série 73 de Raid, les projets secrets des blindés français, qui vient justement pallier cet aspect, puisque là on va parler de projets entre guillemets secrets, qui sont pas plus secrets que ça, mais qui vont aboutir aux chars français modernes qu'on trouve actuellement. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est Histoire et Collection. Marc Chassilian, c'est un mec qui est spécialisé dans les blindés, et je vous en avais déjà parlé, mais ça c'est aussi quand on aime les blindés, eh ben ça vous donne voilà, ça vous éclaire une partie qui n'est pas souvent mise en avant dans le monde des blindés, voilà, des prototypes qu'on parle pas forcément énormément. Ensuite, le canon 75 modèle 1897, donc dit François Issec. Alors, 6 €. Ça, c'est un tout petit bouquin, 31 pages. Pourquoi j'en parle? Parce que tout simplement, c'est une arme mythique, le canon 75, puisque c'est, on va dire que le principe du canon, jusqu'à la Première Guerre mondiale, justement, c'était un canon, une pièce d'artillerie qui était montée sur des roues, sur un affût, et je veux dire que même avec l'armement par la culasse et puis l'armement par la bouche, je veux dire que ces armes étaient souvent, il fallait les coincer, et quand on tirait, c'était l'ensemble du dispositif qui reculait, et donc on devait à nouveau pointer sur la cible, c'est-à-dire qu'il fallait à nouveau prendre la visée, la hauteur et tout ça, et à nouveau tirer. Ce qui va faire toute la différence avec le canon de 75, c'est que ça va être la première pièce d'artillerie à intégrer un système de ressort. C'est-à-dire que quand il tire, il ne bouge pas, les roues ne bougent pas, c'est simplement le canon qui recule et il se remet en position. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de ce dispositif? Tout simplement qu'il n'y a pas besoin de repointer, ça veut dire qu'on est capable de tirer sans arrêt, et je veux dire que la seule limite, c'est l'échauffement du canon et la fatigue des hommes. Et donc les tirs de barrage des canons 75, à ce titre, vont briser plusieurs attaques allemandes, parce que, je veux dire, ils sont capables de délivrer un feu puissant et rapide en peu de temps. Donc à ce titre, il mérite d'être dans une bibliographie. En plus, ça coûte pas cher et ça vous donne une petite... Deuxième point qui est intéressant, c'est que ce canon 75 va terminer... Pas terminer sa carrière, mais va encore servir à Bir Hakeim, notamment entre les mains de la Légion étrangère, et ils vont défoncer la division Ariete, les chars italiens, avec un canon qui date des années 1800. C'est pour vous dire que quand on voit, entre guillemets, que des chars français ont du mal à casser des chars italiens, avec des obus, les obus, il y avait quelques obus perforants à l'époque, ils étaient capables de les mettre KO, voilà, des armes comme ça. Donc, voilà, juste modestement, ça pose quand même la bête. Donc un petit ouvrage qui est intéressant à ce titre-là. Ah là là là, oui, on retrouve notre Stephen G. Zaloga, Osprey, la bonne à tout faire du blindé, du char, de l'avion, de l'histoire et de tout le tralala. Donc là je le mets parce que c'est simplement un titre indicatif. Les tanks français de la Première Guerre mondiale, donc c'est intéressant parce que ça donne un petit résumé de tous les chars français. Bon, il n'y en a pas des 100 et des 1000, hein, vous les avez tous les trois ici, non il en manque un, qui, je veux dire, ont participé donc à la Première Guerre mondiale, et voilà, donc c'est à ce titre que ça peut être intéressant. Ça coûte pas cher, ça peut équiper, on va dire, ça peut rentrer dans plusieurs bibliothèques. Ensuite, vous avez Renault FT, Track Story numéro 10, écrit par Eric Schwartz, Barbotin, de 1962 pages, 14,50 €. Donc, la collection, l'éditeur Barbotin, c'est quelque chose qui est
Voilà, alors le problème c'est que franchement ils sont très mauvais au niveau du suivi. Je veux dire qu'ils oublient la moitié du temps vos commandes, ça j'ai pas trop apprécié. Et je veux dire que la plupart du temps, acheter à Amazon, vous aurez moins de problèmes. Ça c'est très désagréable de leur part. Un petit ouvrage autrement sympathique qui mêle à la fois l'aspect historique de la construction du char avec un aspect historique, la participation des blindés à des combats. Donc ça mêle les deux choses et ça peut être intéressant. C'est pas des ouvrages de référence, hein, en 62 pages c'est difficile, mais c'est des ouvrages qui vous permettent de découvrir, on va dire, les engins et les principaux faits qui constituent l'histoire de ces chars. Ensuite, eh ben, on revient à Stephen Jim Zaloga, Osprey. Voilà les tanks de la Deuxième Guerre mondiale, les tanks français de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est intéressant parce que c'est un point de vue britannique, et à ce titre c'est toujours intéressant. Et là vous voyez déjà deux chars qui ne sont pas dans War Thunder. Là c'est un petit télé, et ça c'est un char, je ne sais pas quoi. Mais bref, ça peut être intéressant pour avoir une idée. Donc ça c'est Infantry and Battle Tank, donc c'est les chars d'infanterie, donc les chars d'accompagnement entre guillemets. Et le deuxième tome que voici, c'est les chars de cavalerie, donc le SOMUA, et puis tout ce qui était effectivement les H ou R35, je ne sais plus. Il y en a qui étaient destinés à la cavalerie et les autres à l'infanterie. Intéressant, de toute façon les ouvrages d'Osprey sont toujours intéressants parce qu'ils sont toujours une bonne introduction, notamment cette collection, pour des gens qui ont envie de connaître un petit peu un domaine avant d'acheter des ouvrages plus spécialisés. Toujours dans la collection Osprey, vous avez des ouvrages voilà, qui vous permettent de découvrir plus en profondeur des chars d'un pays donné. Hop, ensuite on va passer rapidement, donc il s'agit de Track Story, des chars Track Story. Donc vous avez le D2, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même prix, donc même commentaire que pour le char FT. Ensuite vous avez le R35, R40, vous avez ensuite le SOMUA, ensuite vous avez le char BIS, et ensuite le Panhard 178. Donc pas d'autres commentaires, c'est toujours 62 pages, c'est toujours entre 14 et 16,50 €. Alors le prix, moi je trouve franchement qu'il est cher pour des ouvrages aussi petits, mais je dirais quand même ce sont des ouvrages intéressants de par, je dirais, l'information qu'ils donnent, à la fois une information sur l'histoire du programme, donc ensuite l'histoire de la construction du véhicule, un petit peu ses performances, et surtout un aspect historique, puisqu'ils vont vous donner, je dirais, les hauts faits en fait, des véhicules auxquels ils ont participé, et voire même, dans le cas notamment du Panhard 178, de sa reconversion dans l'armée allemande comme automitrailleuse dans les forces allemandes. Ensuite, on va passer à autre chose, et on repart chez Osprey. Donc c'est une collection qui s'appelle Duel, donc Panzer III versus SOMUA S35 en Belgium 1940, donc Zaloga toujours comme d'habitude. Alors cet ouvrage est intéressant parce que, enfin de toute façon la collection, on va dire Duel est intéressante parce qu'elle met, on va dire aux prises deux adversaires qui se sont réellement battus les uns contre les autres pendant une guerre donnée, hein. Il y a un moment, il y a les chasseurs pendant la Première Guerre mondiale, il y a les chasseurs pendant la guerre de Corée, pendant la guerre du Vietnam, les chars pendant la crise israélo-égyptienne, enfin bref, vous avez beaucoup de duels. Et celui-là est intéressant parce que, je veux dire, la conclusion, elle parle d'elle-même. Alors, il dit que le SOMUA, il était largement meilleur que le Panzer III. Son seul gros problème, et on le sait tous, c'était la tourelle monoplace qui fait que le mec, il était complètement débordé. Mais tant au niveau du blindage que de l'armement que de la mobilité, le S-35, il le dit, était supérieur au Panzer III. La seule force du Panzer III, c'est l'équipage qui lui permet d'être réactif, de tirer, mais je veux dire qu'il était une vraie passoire face au canon de 47 mm. Voilà, donc c'est plutôt agréable de lire ça, mais en même temps, ça nous fait regretter que les
putain d'ingénieur n'ait pas conçu au moins une tourelle biplace, à savoir un tireur et avec un aide-chargeur à l'intérieur. Panzer IV char B1 bis, pareil, je veux dire que là on voit que le mec, en gros, le B1 bis, il y a un canon qui est capable de le détruire, le 88, ou alors si on tire dans la trappe ici, mais que le mec en face il faisait pas le poids du tout, et que face à un B1 bis, c'était généralement panique à mort. Voilà, donc ça c'est le côté intéressant, mais je veux dire, ils ont quand même eu des pertes, ils ont même beaucoup de pertes, mais que l'essentiel des pertes, des chars français, c'était dû au fait que, à un moment, quand on va en retraite, il n'y a plus d'essence et que les chars étaient sabotés par leurs propres équipages. Donc, quand les Allemands annoncent des destructions, la plupart du temps, c'est des chars qui sont détruits par leurs propres équipages et non pas par des chars, par des équipages allemands. Alors, on est toujours chez Osprey, French Armor in Vietnam, 1945-1954, de Simon Dunstan. Alors, c'est un ouvrage assez récent, et pourquoi je l'ai pris et pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que ça fait un peu la jonction de l'entre-deux-guerres, on va dire, pas de l'entre-deux-guerres, de la fin de guerre des années 45 jusqu'à la réalisation des nouveaux chars français. Je pense aux AMX-TEC, aux AML, aux EBR et autres véhicules, mais cela été produit en grande quantité. Et pour vous montrer que dans l'immédiate après-guerre, ce qui a constitué l'essentiel des forces françaises, ce sont les chars américains et les chars britanniques. Donc là, on voit, ça c'est sûrement un char léger Chaffee, là c'est un crocodile ou un alligator ça s'appelait, et ça c'est sûrement un véhicule de reconnaissance britannique. Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut se souvenir, c'est que l'armée française, à la fin de la guerre, elle avait des chars qui venaient de partout. Des chars allemands, des Panthers, des Tigres 2, elle avait des chars américains, des M4, elle avait des automitrailleuses américaines, bref, elle avait du matériel essentiellement étranger. Et donc, c'est pour ça que la France a cherché à reconstruire son industrie militaire et son industrie, que ce soit aussi pour les avions, c'est la même chose. Mais pour les avions, on a eu la chance d'avoir Dassault, et Dassault, ça a été la chance de la France. Ensuite, un ouvrage, mais vraiment là, c'est plutôt à titre rigolo. Alors, c'est le peloton de chars de bataille. Et ceux qui auront fait leur service militaire reconnaîtront peut-être le style de littérature dont il s'agit. Donc c'est l'école d'application de l'arme blindée et cavalerie. L'ouvrage date de 58, vous pouvez le voir ici, avril 58. Et c'est 110 pages, et ça se trouve essentiellement dans des brocantes ou dans des vides-greniers. Et c'est le seul intérêt que je trouve dans les vides-greniers, c'est que je trouve parfois ce genre de littérature qui est, voilà, quand on hérite, il y a le grand-père, le père, qui avait des souvenirs de son service militaire. Voilà, et c'était typiquement les documentations qui avaient comment ça s'appelle, un fantassin, c'était le bouquin comment on agit dans son peloton, patati patata, comment c'est organisé, la répartition des munitions, des armes, tralala. Et bien ça, c'est le char de bataille, c'est comment, et là c'est plutôt destiné pour des officiers subalternes qui commandent on va dire un peloton de 4 chars. C'est comment il s'organise, comment le combat de blindés s'organise. Et il est intéressant parce que, justement, en 1958, les chars qui manœuvrent dans ce bouquin, ce sont des M47. Et c'est pourquoi je dirais que dans War Thunder, oui, je verrais bien des M47, parce que les M47 ont été pendant longtemps des chars de l'armée française, ont servi dans les rangs de l'armée française, et à ce titre, pourquoi pas ne pas les rajouter, même parce que là c'est le côté historique de la chose. Voilà, donc un livre, de toute façon ce genre d'ouvrage c'est toujours intéressant. Dans ma bibliothèque j'en ai toute une truc, là j'ai le char MX-13 tonnes, c'est un petit paquet de bouquins comme ça pour le pilote et le mécano. Voilà, donc comment entretenir votre MX-13, comment le conduire, comment, voilà. Et vous avez ça
tous les membres, on a le conducteur, il a sa collection pour le conduire, l'entretenir, le tireur, il a son truc pour tirer, le chef de char pour organiser la manœuvre, comment il doit se déployer vis-à-vis avec ses collègues. Donc c'est des choses qui sont intéressantes d'un point de vue tactique, et c'est pourquoi moi j'essaye toujours de reproduire des schémas tactiques réaliste dans la mesure du possible, tout en sachant que des fois vous avez un peu une bande de lemmings en face de vous avec qui vont aller tous sur un point, et si tu réfléchis un petit peu, tu sais un petit peu ce qu'ils vont faire, et parfois c'est vrai que ça marche, parfois ça ne marche pas. On passe à la suite avec un ouvrage très intéressant. Donc c'est The Almix 13 Light Tank Complete History, donc c'est L.P. Robinson, retenez le nom parce que vous allez le revoir, Peter Lowe et Kishibo. Donc c'est Pen and Sword Military 2018, donc vous voyez les ouvrages sur les chars français, c'est très récent, il y a très peu de documentation, il y en a mais c'est des vieux trucs, vous pouvez essayer de trouver, il y a des vieilleries, mais ça c'est vraiment un ouvrage assez intéressant, 237 pages, 22 €. Donc ce bouquin, il est intéressant parce que voilà, il y a des photos rares, des rares photos prises au temps de combat, de vraies photos de la MX-13 au combat. Alors, comme souvent dans les ouvrages britanniques, vous avez une partie historique, on va dire de l'historique du programme de la MX-13. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine du programme de la MX-13, comment ça s'est passé, comment ça s'est construit, ensuite quels sont les différents modèles, après vous avez un aspect purement technique et mécanique, donc un aspect plutôt mécanique de la bestiole, comment il est organisé, et ça c'est je dois avouer, les ouvrages britanniques sont vraiment splendides de ce côté-là, ils sont vraiment bien faits. L'iconographie, splendide, plein de photos effectivement, des photos du jamais vu, de combats avec des chars, par exemple des chars israéliens, des MX-13 israéliens, des chars de manœuvre contre de soldats de Puklou français qui manœuvrent, et après vous avez les différents prototypes. Là vous avez la MX-13 155 avec un canon de 155 qui à l'époque était pas mal parce que je veux dire que ça donnait une grande mobilité, et puis voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite vous avez les différentes versions de la MX-13, du canon de 75 en passant par le canon de 90 et en terminant par le canon de 105. Canon de 105 qu'on attend toujours d'avoir plutôt qu'un canon de 90 mm avec des missiles hautes en top tir pour la MX-13, on s'en fout, c'est pas voilà, c'était un véhicule qui effectivement là encore c'est pour des raisons économiques. Plutôt que de monter des canons non, c'est des canons de 75. Plutôt que de monter des canons de 90 sur tous les chars, on n'avait pas assez d'argent, donc on lui a mis 4 missiles. Mais je veux dire, c'était pour donner plus de puissance de feu. Mais et on n'a même pas eu assez d'argent pour mettre les canons de 105. Voilà. Donc c'est toujours cette problématique de manque d'argent. Mais là, donc ça c'est un bouquin intéressant. Donc c'est en anglais, malheureusement. Mais si vous cherchez des bouquins autres qu'en anglais, c'est très difficile. Ensuite, un ouvrage que je ne vous conseille absolument pas, sauf si vous êtes maquettiste, parce que cet ouvrage, ce ne sont que, je dis bien, que des photos. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu certains sites avec des photos de ce bout de canon, de ce bout de truc, de ce bout de machin, de ça, des toutes petites photos de petites parties du char qui s'est... Et tout le char est reconstitué comme ça de toutes petites photos, de toutes petites parties. Il n'y a aucun intérêt, sauf si vous êtes maquettiste, parce que quand vous êtes maquettiste, ça peut vous permettre de vraiment voir comment est organisé un blindé, bien mettre le boulon au bon endroit, et sinon, il n'y a aucune information pertinente ou quoi que ce soit. Il y a quelques entrefilets sur les différents modèles, mais ça va pas plus loin. C'est pas intéressant. Bon, je le regrette pas, mais c'est pas franchement ma tasse de thé. Ensuite, on arrive sur les ouvrages là qui sont vraiment sympathiques.
Panhard Armored Car 1961 Onward, donc AML 60, AML 90 et Elan. Donc Simon Dunstan aux éditions Haynes, ça date de 2019, 188 pages et 25 €. Alors vous serez heureux d'apprendre qu'il y a une édition française, je crois c'est ETAI ou EPR qui le produit, donc si vous voulez l'avoir, il existe en français. Donc moi je l'ai acheté, il est dû sortir en 2020 ou fin 2019. Voilà. Alors Haynes, c'est en fait un éditeur qui s'intéresse plutôt aux voitures, mais qui fait aussi des manuels comme ça, non pas d'entretien, mais qui sont des manuels techniques sur des chars. Et il faut avouer que c'est plutôt intéressant, parce que voilà, vous avez un écorché, on va dire. C'est exactement ça. Mais là, vous avez toujours cette partie historique. Pourquoi le programme AML est arrivé a vu le jour, dans quelles circonstances, pourquoi on a souhaité avoir ce type de véhicule, et on a tout l'historique du développement. Ensuite on a sa phase d'industrialisation, de fabrication, et ensuite vous avez un gros aspect technique où là vous avez le tableau de bord, comment est organisé l'intérieur du char, vous avez des photos de l'intérieur du char, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien foutu. Et puis vous avez une partie un peu plus historique sur les combats. Et donc l'élan, c'est la version sud-africaine du véhicule. Donc à ce titre, c'est un excellent ouvrage que viendra compléter celui-là, AML Panhard, Charles Maisonneuve, Histoire et collection. Alors là c'est très récent, c'est 2020, et c'est donc Histoire et collection, c'est celui qui est dit trade, tout ça. Et là c'est vraiment un superbe ouvrage, parce que qui dit raid dit photos de prises pendant les combats, et là-dedans il y en a, en veux-tu, en voilà. Donc là pareil, hein, c'est exactement pareil, il y a la construction, qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a amené à la construction des AML, pourquoi on avait besoin d'une AML en France, donc il y a tout cet aspect historique, ensuite il y a l'aspect technique, mais surtout ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est l'aspect militaire, puisque on va avoir une grande partie où on va parler des AML au combat. Et en Afrique, Dieu sait, il y en a eu. Et donc vous avez les différents engagements des AML, et ça montre que ce véhicule-là, c'est une honte de ne pas l'avoir mis plus tôt, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment combattu, qui s'est vraiment bien comporté au combat, et à la très grande satisfaction de ses équipages qui adoraient ce petit véhicule, petit, trapu, mais d'une grande puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est quand le mec il est debout, il est aussi grand que le véhicule, c'est-à-dire 1,80 m, donc il est tout petit, rikiki, et pourtant il est capable de vous envoyer au tapis des T-54 ou des T-55, voire des T-62. Et surtout, je veux dire que après vous avez aussi les forces, vous avez un long article sur l'année dernière, notamment sur les forces tchadiennes qui aident actuellement là, les Français, qui épaulent les Français dans les guerres en Afrique là, et je veux dire que eux ils font des sacrés cartons, et voilà, c'est pas pour rien que les Français aiment bien les Tchadiens, parce que à leurs yeux c'est sans aucun doute la meilleure armée africaine, l'armée du Tchad, qui est la plus professionnalisée, et qui est vraiment constituée à partir de vétérans et de gars qui sont aguerris et sont capables de se battre jusqu'au bout. Ensuite là, là c'est plus l'aspect fun de la chose, on va arriver à ERC 90 F1 Lynx, auteur-éditeur Panhard, 6 pages et prix indicatif. On se trouve ça en brocante, il s'agit effectivement d'un dépliant qu'on trouve sur les salons d'armement. J'en ai eu 3, j'en ai mis un trop là. Voilà,
Donc ensuite il y a le RC90 Saguet. Alors ce qui est intéressant dedans, c'est que pour montrer que ce sont des véhicules qu'il faut absolument avoir dans votre armée, on vous donne les caractéristiques des obus qui vont avec et leur performance. Vous trouvez ça nulle part, et ici vous les savez. Et sachez que le RC90 Saguet, il est capable de défoncer la triple cible OTAN. Ça veut dire qu'il est capable de détruire un char soviétique. Voilà. Donc là c'était typiquement, voilà, les ERC90 F1 et le RC90 F4 Saguet, c'est des véhicules qu'on a dans l'armée française, et moi je les attends avec impatience. J'adore ces véhicules. Voilà, donc ça vous le trouvez sur des dans des brocantes. C'est fou ce qu'on trouve sur les brocantes, des fois des trucs complètement cons. Moi ce que j'ai retrouvé des vieux bouquins de Warhammer sur le fluff, là, sur les dieux du chaos. 4 gros bouquins qu'on ne retrouve plus actuellement sur Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh. Les 4 bouquins qui définissaient les divinités, qui sont sortis dans les années 80. Je les ai achetés pour 5 euros. Le mec il me disait je les vends 1 euro le bouquin, ça intéresse personne. Je lui ai dit oh écoutez, je vais vous donner 5 euros. Ça sur internet, vous vendez ça, ça se vend une centaine d'euros, je dirais. C'est introuvable. Et ça, j'ai trouvé ça dans une brocante. Le mec il disait ouais, ça c'était à mon fils. Voilà, il a laissé. Moi, je m'en débarrasse, ça prend de la place. Ah, mon pauvre ami, est-ce que tu sais ce que tu as perdu? Excellent ouvrage, là il y a 3 volumes en fait sur l'AMX-30, char de bataille 66-2006. MP Robinson, je vous avais dit de vous retenir ce nom, voilà, vous le retrouvez ici. Kagero, c'est un éditeur polonais, oui c'est polonais, et pour trouver une des meilleures biographies, voilà, c'est chez les Polonais qui vous le trouvez. Donc c'est 12 euros chez l'éditeur polonais, si vous le prenez en France, ça vous coûtera la peau des roustons. Donc on va passer au volume 2, et voilà, donc je vais vous montrer, je ferai un commentaire après. Donc char de bataille 66-2006, et ensuite vous avez AMX-30 Family. Donc, alors, est-ce que ces 3 ouvrages valent le coup? Oui. Indubitablement, ce sont 3 ouvrages qui sont super intéressants, parce que je veux dire, ils sont vraiment, là c'est vraiment une histoire bien détaillée sur l'historique du char, les différents programmes franco-allemands, bien sûr, qui tombent à l'eau à cause des Allemands et aussi des Français, hein, soyons clairs, mais chacun veut y en faire son truc. Pas en vouloir aux Allemands, ils voulaient reprendre un petit peu la main. Mais ça c'est intéressant, voilà, et c'est quelque chose, c'est vraiment le premier char moderne français, à part la X13, mais vraiment un char de bataille qui est efficace. Il y a un petit, on parle de l'obus G, et l'obus G est présenté, contrairement à ce que laisse entendre War Thunder, l'obus miracle, parce que je veux dire à l'époque les obus flèches c'est pas encore, on va dire que c'est pas quelque chose de courant dans les années 60, et que les obus à charge creuse qu'on trouve d'habitude, ce sont des obus effectivement qu'on tire en mode balistique et qui sont très imprécis à longue distance. Et là, la Révolution française, c'est ce fameux obus G qui est encastré en fait dans un cylindre et qui tourne sur lui-même, ce qui veut dire que, en fait, il y a un tir à plat, et donc il n'y a pas besoin de faire des tirs courbes comme ça, et que à partir de là, c'est capable de défoncer avec sa capacité de perforation, il est capable de venir à bout de n'importe quel blindé de l'époque, et que des IS-4 tout le tralala, il passait à la casserole en 2-3 avec un tir. Voilà, donc ça c'est intéressant, parce qu'il faut aller chercher chez les polonais un ouvrage positif et bien renseigné sur un char français. C'est pour vous dire à quel point on en arrive. Ensuite, l'AMX-30, l'épopée d'un char français. Alors là, vous avez toujours Robinson, voilà, c'est comme ça. Cany, édition Cany, donc c'est le monsieur. Donc ça, par contre, c'est 192 pages et ça coûte quand même relativement cher, 40 euros. Par contre, ça fait partie des beaux ouvrages. Alors là, on va dire que c'est plutôt un char, on
va dire, c'est plutôt un ouvrage, pardon, qui est moderne, donc il est vraiment bien foutu. Il y a de très très belles photos, c'est plutôt des photos de l'auteur, et franchement c'est vraiment très très joli. Donc là on a la MX-30 Brennus, donc le dernier ravatar de la famille de la MX-30, et finalement un bon char, moyennant quoi. Voilà, donc il est intéressant à ce titre-là parce que je dirais que au niveau de l'iconographie, vous aurez des photos que vous n'avez vues nulle part ailleurs. Par contre, sur la partie histoire, c'est beaucoup plus moins développé que sur ces trois ouvrages-là. Mais c'est plutôt un ouvrage, on va dire, collection, et qui, voilà, pour toute la partie, on va dire, détail, ça intéressera sûrement les maquettistes et les gens qui s'intéressent un petit peu et qui veulent avoir de beaux ouvrages. Ensuite, MX-10 RCR, donc le modèle rénové par Lulman Julie et Nicolas Pierre-Yves, éditeur modèle miniature. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, et alors là par contre, c'est 54,90 €, c'est vraiment m'arracher les couilles parce que ça coûte vraiment très cher. Mais l'autre fait qui fait qu'on prend cet ouvrage, c'est qu'il n'y en a aucun autre qui parle de la MX-10 RC. Donc un bon petit bouquin en tout cas qui parle avec un petit aspect historique, mais vraiment pas très développé. Là c'est plutôt l'aspect photo. Parce qu'il faut savoir que Lulman Julie et Nicolas Pierre-Yves, ils tiennent donc ce fameux site modèle miniature qui vend essentiellement des maquettes ou un 72e si je dis pas de conneries. De véhicules français et autres, mais de modernes et qui sont très très bien fichus, et notamment des soldats français d'années 90-2000 qui sont super bien pour faire des dioramas. Voilà, mais je veux dire que là ils ont fait quelques bouquins, elle fait des bouquins notamment sur le défilé militaire, des manœuvres, tout ça. Il y avait les manœuvres Déméter qu'elle a photographiées. Donc c'est une photographe qui s'intéresse au monde militaire. Les photos sont très jolies, mais c'est plus un bouquin de photos qu'un bouquin concernant l'aspect historique du char. C'est bien dommage, mais il n'y a pas d'ouvrage comme ça. Ensuite, on revient aux éditions Cani, à Monsieur Cani, avec VAB, l'histoire d'un blindé hors du commun. Toujours pour un prix relativement cher, 40 € pour 200 pages, et c'est intéressant parce que ça retrace l'histoire du VAB du début à ses de ses origines à l'heure actuelle, mais surtout parce qu'il détaille la totalité des modèles de VAB, dont celui que j'attends depuis une éternité, le VAB Mephisto, à savoir le VAB anti-char, qui est arpé d'une tourelle 4 missiles hautes, et vous voyez, quand les missiles sont levés, je veux dire que ça c'est derrière une machin. Alors quand ils nous disent oui mais vous voyez, vous comprenez, c'est un véhicule léger, il peut être détruit, oui non, il ne peut pas être détruit parce que le but c'est que la toile surélevée, il y a qu'elle qui est exposée et que vous ne voyez rien du tout à part ça. Donc c'est complètement con comme genre de commentaire. Voilà, donc il y a là encore, vous avez il y a tous les modèles pour la médecine, les ambulances de front, la détection de produits chimiques, NBC, de télémétrie pour faire de radar, RATAC, les modèles, comment dire, donc ça c'est pour la désignation de sites d'artillerie. Bref, vous avez une quantité, une foultitude de modèles. Et ça intéressera tout le monde parce que ça, le VAB, ça fait partie de l'histoire, on va dire, militaire française. Ça a été la bonne à tout faire de l'armée française. Et pareil, vous l'avez vu pendant la guerre du Golfe, vous l'avez vu en Yougoslavie, vous le voyez en Afrique, vous l'avez vu, voilà, c'était le binôme avec l'AML qu'on voyait partout dans les conflits africains. Et ça, il y a une tonne, enfin des milliers de soldats français
français qui sont passés dedans en opération. Et là, vous avez les derniers modèles avec une tourelle automatique, alors que dans les modèles plus anciens. Et ça, c'est des détecteurs de départ coup de feu qui vous permet d'orienter automatiquement le canon d'armement vers là où sont partis les coups. Ça fait partie des choses qui sont sur les véhicules français désormais. C'est-à-dire que vous avez des capteurs sonores qui détectent les sons et donc ils sont capables de savoir dans quel coin, et le canon se rallie automatiquement vers la source de l'émission des coups de feu. Et à partir de là, vous êtes capable de tirer tout de suite sur les agresseurs. Ça, c'est plutôt sympa. Un autre véhicule qui est emblématique de l'armée française, là encore, c'était le binôme. Moi, je suis en train de faire un diorama avec un VBL et un AMX-10RC. C'est vraiment le binôme de l'armée française en Afrique, VBL, VAB, AML ou AMX-10RC. C'était vraiment le remplaçant de la Jeep P4 Peugeot, et le véhicule qui sera sans doute bientôt remplacé, mais c'est vraiment le petit, ça ressemble à un jouet, mais voilà, c'était vraiment super sympa. Donc ça, c'est 2004, c'était monsieur Yves Debay. Yves Debay, un grand journaliste militaire, reporter de guerre, qui est mort en action, si j'ose dire, puisqu'il est mort alors qu'il faisait des photographies, voilà, d'un conflit, je ne sais plus où c'était, mais il est mort. Donc c'était un vrai mec passionné par son boulot, et je veux dire que tous les ouvrages qui sont faits par Debay, ou les ouvrages qui ont des photos d'Yves Debay, sont vraiment des ouvrages magnifiques, parce que c'est toujours des photos d'action, et pas des mecs qui se baladent sur un champ de tir en Allemagne, voilà. C'est les seules choses que font les véhicules allemands. C'est tout. Voilà, contrairement aux véhicules français. Ensuite, on continue avec une arme qui est emblématique encore là de l'armée française, mais aussi des armées du monde entier, puisque c'est sûrement l'un des missiles les plus vendus au monde, avec les Russes, parce que les Russes vendent à tout et n'importe qui. Ça date de 97, c'est le Milan Combat, donc Patrick Bersimon, ETAI toujours, point éditeur technique. Et là, vous apprendrez qu'un Milan, lui, il est capable de boucher n'importe quel char, et que le Milan 1, il était aussi puissant que le taux de base, le taux 1, et que le Milan, il perçait 600 mm, et que le dernier Milan, il perçait 800 mm, c'est-à-dire autant qu'un missile lourd comme le Hot. Voilà, c'était... Et là encore, vous avez des récits de combat, notamment par les Tchadiens qui l'utilisent contre les Libyens. Et je dois dire que c'est assez fandard. La manière dont ils s'en servaient, c'était plutôt fun, mais ça a donné des idées aux soldats français, parce que vous voyez, normalement, il y a... vous avez des distances limites sur lesquelles vous ne devez pas engager un missile. Genre, grosso modo, il faut 200 mètres d'écart entre les trucs. Et en fait, les soldats tchadiens, eux, employaient ça, monter sur des Peugeot ou des Jeeps. Ils arrivaient, ils se mettaient à 20 mètres du truc, ils lançaient un Milan, et ils pulvérisaient un char. Le mec, il avait à peine arrêté, il tirait son missile, et boum, c'était la technique du réseau, c'est-à-dire que les mecs, ils arrivaient à une vingtaine de Jeeps, ils arrivaient comme ça, à fond la caisse, avec des mitrailleuses, ça tirait dans tous les sens. La description est assez rigolote, ça vaut le coup d'œil, parce que c'est vraiment... et je vous dis, les soldats français en ont déduit une chose, c'est qu'en fait, la distance, tu t'en fous, ça marche même à bout portant, à 10 mètres, tu peux défoncer un char, vas-y, donc il n'y a pas... Voilà, mais bon, c'est plutôt... Il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rigoler, c'est assez rare dans ce genre d'ouvrage, voilà. Ensuite, on arrive avec le dernier char, et là j'ai 3 ouvrages intéressants. Le Leclerc, le char de supériorité opérationnelle de Stéphane Marx.
Tankograd numéro 8001, texte en français et en allemand, ça date de 2005 et ne le cherchez pas à l'acquérir sur Amazon, achetez-le dans les librairies US, démerdez-vous pour ne pas les acheter en France, ça coûte horriblement cher, alors que si vous allez sur des librairies américaines, vous payez 28 € et même en payant les frais de port, ça vous reviendra moins cher. Alors Tankograd, c'est on va dire une revue, enfin un éditeur qui est spécialisé dans les voilà dans les bouquins sur les chars et c'est le seul et unique exemplaire je crois sur les chars français. C'est surtout du char allemand, hein. C'est un éditeur allemand, donc c'est du char allemand et du char allemand. Les autres ne connaissent pas. Mais bon, là, donc il est plutôt intéressant, il y a que 64 pages, mais plutôt dense, et avec des textes intéressants, parce que justement, pas écrits par les Français, mais par des yeux étrangers, et c'est toujours ça d'intéressant. Ensuite, on arrive un petit peu là dans les gros livres, on va dire, sur le char Leclerc, de la guerre froide au conflit de demain. Marc Chassilian, donc c'est quelqu'un qui a participé au programme, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est ETAI, toujours, voilà. Là, ça fait partie des beaux livres ETAI, des livres de collection, des livres qu'on est fier d'afficher dans sa bibliothèque, parce qu'ils ne dépareillent pas avec le restant de vos ouvrages. Et eh bien, ça, il est vraiment sympathique. Là, c'est vraiment très détaillé, on rentre vraiment dans les faits. C'est vraiment un livre à avoir. Alors, par contre, c'est un livre qui n'est plus édité et il coûte la peau des roustons en occasion. Mais je pense qu'on peut le trouver sur d'autres éditeurs. Et pareil, si vous faites des brocantes, si vous le trouvez à quelques dizaines d'euros, prenez-le, ça vaut le coup. Et voilà, alors attendez bien. Le système Leclerc. Alors là, pour moi, c'est le meilleur livre sur le Leclerc. C'est le plus ancien. Il est écrit par Stéphane Ferrard, Gérard Turbet, édition du Bosquet, 110 pages. Je l'ai trouvé sur Rakuten en occasion pour une dizaine d'euros. Mais ça, je l'ai depuis très longtemps. Et ça, vous voyez, je l'ai recouvert par un film plastique parce qu'il s'abîmait. Ça, c'est vraiment mon livre de chevet. C'est un ouvrage que je relis régulièrement pour me dire oui, le Leclerc, c'est le meilleur char. Voilà. Parce que je veux dire que ça explique clairement pourquoi le Leclerc et ça donne quelques explications techniques. Alors, il y a des gens qui vous disent il y a le tir en marche. Il y a le tir en marche. Oui, le tir en marche, ça veut dire que vous avez un char qui roule sur une route carrossée à 40 km/h et donc il est capable de détruire effectivement avec une bonne probabilité une cible qui se trouve entre 1500 et 2000 mètres. Le tir en marche donc nécessite une route carrossée, donc une route goudronnée, et que le char ne roule pas trop vite, généralement on va dire à 1 tiers, 2 tiers maximum de sa vitesse. Le Leclerc, lui, fait le tir en mouvement, et le tir en mouvement, ça veut dire que le char roule à sa vitesse à 50 ou 60 km/h sur n'importe quel type de terrain, et qu'il a 90% de chance de détruire une cible à 2000 mètres. Voilà, donc la différence, c'est qu'un Leclerc, c'est vraiment un char d'attaque. C'est vraiment un char qui est capable de rentrer dans l'art à pleine vitesse et de défoncer n'importe qui à 2000 mètres. Grosse différence avec les adversaires ou même ses homologues européens qui eux font de la destruction en mouvement mais à petite vitesse ou en tout cas à vitesse moyenne et sur un terrain relativement plat. Donc première donnée intéressante et que vous voyez dans cette notion de tir en marche et de tir en mouvement. La deuxième notion, c'est la protection. Là, je ne vous ferai pas, mais la conclusion, c'est que il manque une dizaine de tonnes du poids pour que les chars les Léopard 2 et les M1 aient le même blindage que le Leclerc.
Donc à l'époque c'était des M1 en 92 là, et depuis les chars allemands et les chars britanniques et les chars américains sont passés quasiment à 70 tonnes. Donc en gros maintenant on peut dire que les M1A2, les Léopard 2 A6 et les Challenger 2, oui, sont au niveau du Leclerc. Pourquoi ? Tout ça, c'est une question de masse. Lisez cet ouvrage, il vous convaincra de la supériorité du Leclerc sur ses homologues européens. Moi, franchement, à chaque fois que je le lis, je me dis, ouais, on n'est quand même pas des connards finis et on sait faire des bons chars. Voilà. Et l'autre chose, vous voyez toute cette partie-là, les chars français, vous voyez les chars américains, vous voyez les chars britanniques, vous voyez les chars allemands. Les chars, je parle jusqu'au 2 A4, ce sont des chars qui, le blindage est intégré à la tourelle. La différence avec les Français, c'est que les blindages sont des blindages qui viennent se mettre sur une structure fixe, déjà blindée, et donc ce sont des caissons qui se montent ou qui se démontent. C'est-à-dire que quand vous avez un caisson d'endommagé ou de détruit, vous retirez ce caisson et vous le remplacez par un autre. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, et ça on n'en parle pas, c'est que ces caissons, ils évoluent avec le temps. C'est-à-dire que les caissons que vous aviez en 1990, c'est pas les caissons que vous avez en 2017 ni en 2020. Ça veut dire qu'ils bénéficient des avancées technologiques en matière de blindage et que les blindés, enfin le blindé français, reste très performant au niveau du blindage parce qu'il a de manière continuelle des nouveaux blindages qui peuvent être intégrés dans sa structure qui est modulable. Voilà, 3 points importants qui disaient que ce type de véhicule était largement supérieur à ses homologues à l'époque et qu'il est toujours, je pense, parmi les meilleurs, toujours actuellement, malgré le fait que vous ayez le même A2, A3 et tous les autres véhicules. Donc voilà, un livre extrêmement intéressant qui pour moi m'a toujours... c'est celui que, on va dire que c'est cet ouvrage qui m'a donné l'amour des blindés. Et vous avez toute l'architecture électronique qui est expliquée de long en large, comment on procède à un tir, comment le canon est stabilisé, comment le tireur doit viser, l'intervention du calcul, la vitesse de l'air, la température ambiante, tout est expliqué. C'est vraiment, si vous voulez, un ouvrage vraiment qui vous explique comment marche un char de combat moderne, c'est vraiment l'ouvrage qu'il vous faut. C'est vraiment, il est passionnant, il est vraiment passionnant, ça se dévore, enfin les gens qui aiment ça, ils doivent le lire d'urgence parce que voilà, c'est vraiment, moi c'est mon best-of, hein, c'est celui que j'aime le plus. Voilà, donc, et puis il y avait aussi, il parlait d'une munition qui s'appelait Polyneige, et dans les années 90, hein, je vous parle, hein, donc d'une munition qui a été fabriquée, qui a été construite, mais qui n'a pas été mise en dotation dans ces... En fait, c'est un missile qui est dirigé par fibre optique et qui est un missile de tir justement où on ne voit pas la cible. Donc par exemple, vous avez un char, vous avez une position de char en attente derrière une colline, donc en gros vous tirez un missile Polyneige, je ne sais plus si c'est Polyneige, enfin bon, donc la fibre optique renvoie une image de ce que voit le missile, et à un moment donné, bah, il va filmer le rassemblement de blindés, et vous allez simplement sélectionner un char, et puis vous allez dire bah, attaque. Et là, le missile va se guider dessus, et bing, détruire par-dessus. Donc là, chance de destruction et d'explosion du véhicule, 100%. Voilà, donc c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment le meilleur ouvrage sur le Leclerc que je connaisse. Celui-là, il est intéressant, il est très intéressant, et Chassignan, c'est quelqu'un du programme, il est vraiment très intéressant. Il reprend aussi de manière plus... Mais celui-là, franchement, c'est celui c'est le premier que j'ai eu de mes livres sur les blindés. Je crois que c'est un des premiers que j'ai eu avec les 2 premiers là que je vous ai montré. Voilà, ces deux-là. Ça, c'était mes premiers bouquins sur les chars. C'était ça et celui-là. Et ben, celui-là, c'est vraiment... il me faisait rêver. Quand j'étais petit, là, enfin,
j'étais plus petit vraiment, c'était quelque chose qui, voilà, cet ouvrage vous fait comprendre que, ouais, les ingénieurs français sont capables de faire non seulement des bons chars, mais sans aucun doute, des chars qui peuvent prétendre à la place de premier de la classe. Voilà, c'est terminé, donc vous voyez, 42 slides, hein, c'est un peu longuet, je suis désolé de la longueur de cette vidéo, mais bon, on termine en beauté avec les chars français. En tout cas, moi, oui, les chars français ont une histoire, ont une véritable histoire qui a été interrompue pendant la guerre par la défaite de la France officielle, mais et que la recherche n'a pas pu a été interrompue de 1939 à 1945, mais que très rapidement après, la France, justement grâce à des prototypes qui existaient avant la Deuxième Guerre mondiale, notamment le véhicule de reconnaissance blindé, là je ne sais plus comment, qui a donné naissance à l'EBR, mais tout de suite après la guerre, la France s'est relancée dans des blindés et a donné quand même 2 chars mythiques, la MX-13, hein, voilà, qui a été acheté par beaucoup de pays, les AML qui ont peuplé beaucoup de pays en Amérique du Sud et en Afrique, très gros succès commercial, la MX-30 qui a eu quand même pas mal de succès, il a été vendu à la Grèce, à l'Espagne, à d'autres pays africains aussi, voilà, donc il a eu quand même un succès relatif, plus que le Leclerc, mais je dirais que on souffre, voilà, de cette image qui perdure dans l'esprit des gens sur l'efficacité des chars allemands. Alors que à 2 reprises, ils ont été mis en difficulté en 39-40 et en 1941-42 face aux chars russes où ils étaient tout simplement incapables de les détruire. Voilà, mais c'est oublié un peu vite que les meilleurs chars de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont pas allemands, ils sont russes ou américains, parce que je suis désolé, les perdants n'ont pas les meilleurs chars, hein. Pas possible, et qu'ils souffraient de lacunes eux aussi importantes, et notamment mécaniques. Voilà, donc je vais terminer sur cette image-là, le système Leclerc, vraiment excellent ouvrage. Pour moi, c'est vraiment ce que doit être un livre sur... et là, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour vraiment connaître le Leclerc, et c'est vraiment un système. C'est vraiment un système, et c'est vraiment un bouquin passionnant. Vraiment passionnant pour tous ceux qui aiment. Voilà. Petite annonce, comme je fais... je vais peut-être faire une petite vidéo après sur mes livres sur la marine, parce que en fait depuis que je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de la marine française, et finalement elle est pas si mal que ça, hein. C'est pas parce qu'il y a les Anglais qui nous ont fait chier de temps en temps, la marine française n'a pas à rougir de son passé et de ses batailles remportées, parce qu'elle a quand même remporté beaucoup de batailles. C'est comme l'armée française, hein. Je veux dire que quand on regarde l'armée française, c'est sans aucun doute l'armée qui a remporté le plus de batailles au monde. Faut pas oublier que l'armée française, elle existe depuis le Moyen-Âge, hein, contrairement à l'armée américaine. Voilà, on va terminer sur ce magnifique Charles Leclerc, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.